Bonjour, bienvenue à Art et Art, le symposium de l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Nous sommes dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque nationale de France et aujourd'hui nous allons vous présenter l'école de Murol. Robert Doré, qui est spécialiste d'Armand-Point et qui a fait 2 brillantes visioconférences sur le campus de Jussieu, dans nos anciens locaux, va vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 10 mars 2009 à Paris. Oui. Bonjour à tous. Alors, notre invité, c'est M. Philippe Ausserve, qui est de tout temps s'est beaucoup intéressé à l'art. Il a été de longues années conseiller municipal de Murol. Il était chargé des affaires culturelles. Et puis, il a initié, je crois à ce moment-là, la création du musée. Il a lancé l'idée et l'idée a pris corps. Et en 2000, le musée de Murol, le musée des peintres de l'école de Murol, s'est ouvert dans un local qui avait été acquis par la commune, probablement, et qui a donc été aménagé, et qui s'est ouvert en 2000, et qui depuis présente annuellement une exposition sur un des artistes qui ont travaillé à Murol dans la période des années 10 à 30 à peu près. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Robert Doré. Donc, je donne la parole à monsieur le conservateur. Merci, madame. Voilà. Alors, peut-être faut-il commencer par donner une petite précision à propos du nom de Murol. Vous le verrez écrit M-U-R-O-L, c'est l'orthographe actuelle, et ce fut l'orthographe durant des siècles jusqu'au milieu du XIXe siècle. Puis au XIXe siècle est apparu un S terminal, M-U-R-O-L-S, et qui s'est peu à peu imposé officiellement. Donc le village est devenu Murol avec un S, mais les étrangers qui fréquentaient déjà les lieux se sont mis à le prononcer Murols, ce qui ne plaisait pas aux indigènes. Et comme on ne prononce pas Paris, n'est-ce pas, il n'y avait pas de raison de prononcer Murols. Il a donc été demandé une rectification d'orthographe. C'est une mesure très longue et très complexe qui a abouti en 1953 seulement, par décision du Conseil d'État. Murol a récupéré son orthographe des siècles passés et son orthographe d'origine. Il est évident qu'on a conservé l'orthographe avec l'S s'agissant de l'école de Murol, qui est un événement dans l'art en Auvergne au XXe siècle, parce que tous les peintres à cette époque-là allaient à Murol avec un S, nommer leur tableau Neige à Murol avec un S, etc. Donc l'orthographe Murol a été maintenue pour désigner l'école de Murol. Elle est aujourd'hui dépassée. On en est revenu à l'orthographe primitive. École de Murol, peut-être, je ne sais pas s'il est besoin, devant un public aussi averti que le vôtre, de donner une définition de ce qu'est une école. Traditionnellement, en peinture, on considère que 3 critères sont nécessaires, 3 unités. Une unité d'époque, ici c'est, disons, entre les années 1910 et 1935, en gros, donc un quart de siècle. Une unité de lieu, c'est tout naturellement Murol et ses environs immédiats. Et on aura à revenir sur la raison qui a fait choisir ce village, ou les raisons plutôt. Et puis une unité d'esprit. Les peintres de Murol sont tous majoritairement, avant tout, des paysagistes, et ils se font une spécialité, les uns et les autres, de neige. Voilà les grandes caractéristiques, à partir desquelles on peut parler
semble-t-il, d'une école de peinture, ce qui est bien le cas à Murol. Alors, je ne veux pas, bien sûr, retracer l'histoire du paysage, c'est tout un sujet, et ce serait l'occasion sans doute de faire des colloques ou des séminaires très importants et intéressants. Bon, le paysage a de tout temps été peint sur des murs chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains. Il subsiste encore de remarquables décors paysagers. Il y a des paysages dans les miniatures des manuscrits du Moyen-Âge. On a bien sûr de nombreuses esquisses de Dürer, de Rembrandt et de tant d'autres, mais j'ai déjà commencé à dire des esquisses. Ça n'est pas tout à fait le paysage comme nous l'entendons maintenant. Et puis, il y a au XIXe siècle l'habitude qui s'est faite de représenter le paysage en tant que tel pour lui-même. Alors qu'auparavant, disons depuis notre Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, le paysage est considéré comme un décor servant à des scènes historiques, mythologiques, religieuses, mais il n'est qu'un accessoire du tableau. Il peut y avoir quelques exceptions, bien sûr. On connaît des petits paysages de Velázquez, d'Ingres, mais le paysage n'est pas traité vraiment systématiquement pour lui-même. Alors, il y a des artistes qui se déplacent à partir du XIXe siècle. C'est à la suite du grand élan, bien sûr, du romantisme, qui a mis l'accent sur la nature. C'est Rousseau, c'est la faute à Rousseau, si j'ose dire. Mais ces artistes vont se déplacer avec un matériel léger, des crayons, de l'encre, éventuellement, des aquarelles, et ils vont prendre des notes en vue de tableaux qui seront faits, exécutés en atelier. Les techniques de l'époque imposant que l'on prépare ces toiles, que l'on prépare ces couleurs, qu'on les broie, qu'on les mélange avec des produits, chaque artiste ou chaque atelier ayant un peu ses secrets. Et il n'est pas question d'aller peindre en plein air, sur le site, dans la nature, comme cela va être le cas à partir de la moitié du XIXe siècle. À cette époque, en effet, un Anglais, je crois que c'est un certain Winsor, qui va découvrir la façon de mettre de la peinture à l'huile toute préparée dans des tubes. Et à partir de là, l'artiste pourra aller installer son chevalet en pleine nature et se mettre à peindre ce qu'il voit réellement. Il n'y aura plus de décalage temporel entre des notes prises sur le motif et une exécution faite en atelier. Donc il va y avoir là toute une révolution et cette révolution va aboutir bien sûr à l'école de Barbizon, entre autres, et puis à l'impressionnisme, et puis donc à cette habitude d'aller peindre le paysage directement et pour lui-même. Voilà, c'est un aperçu très schématique, très sommaire, mais qui, je crois, est toujours à se rappeler lorsque l'on considère cette histoire du paysage. Alors, pourquoi Murol a-t-il été choisi par des paysagistes au XIXe siècle, puis au XXe? On sait, il y a bien sûr plusieurs raisons. Dieu sait que l'Auvergne ne manque pas de sites hautement pittoresques, mais il y a à Murol peut-être plusieurs éléments qui se réunissent, des facteurs géographiques et historiques. Alors, nous allons peut-être illustrer cela par quelques cartes postales anciennes.
et qui situeront pour ceux qui ne le connaissent pas, situeront pour ceux qui ne le connaissent pas ce village. Alors voici la première. Je ne sais pas. Voilà, je cliquez sur la photo. C'est vrai que Deux fois de suite. je suis curieux, je sais pas. À gauche ou à droite, Jacques? Voilà. Voilà. Et puis après, il faudra tout à l'heure aller la mettre là. Voilà. Alors vous avez une idée, une vue générale du paysage. Premier plan, c'est un château fort, tout à fait impressionnant, une forteresse du Moyen-Âge, agrandie à la Renaissance, puis ruinée par les siècles qui ont suivi. Au pied de laquelle se trouve le petit village de Murol qu'on distingue à peine sur la gauche. Voilà, les premières maisons à gauche. Ce petit village est surplombé par un volcan, aujourd'hui boisé, qui s'appelle le volcan du Tartaret. Ce nom redoutable indique les feux souterrains infernaux qui ont été un jour émis par ce volcan. À l'arrière-plan, un lac, le lac Chambon, que vous voyez ici, donc sur le centre de la photo. Puis, au fond, le massif des Monts d'Or, le massif qui culmine au puits de Sancy à 1880 mètres. Cette vue a été prise au printemps, l'herbe est verdoyante, mais vous voyez qu'il subsiste encore pas mal de neige sur les cimes. Alors, 1880 mètres, vous disais-je, pour le pic du Sancy, le plus haut, eh bien Murol, lui, est situé à 850 mètres d'altitude, donc sensiblement plus bas, mais dans une zone, comme vous le voyez, déjà montagneuse et accidentée. Donc, vous avez tout un paysage. Voici maintenant. Non, il faut. Ah, d'accord. Donc la croix rouge qui était là-haut. Ah, là, attendez, c'est pas comme ça, là. Voilà, c'est la précédente. Celle-là. Celle d'avant? Non, celle-là. Celle-ci? Voilà. Là. Voilà. D'accord. Petite manipulation interne. Alors, une série de cartes postales datant à peu près de l'époque des peintres. Vous voyez que Murol est bien écrit avec un S. Vous avez une vue du village qui est prise à peu près des portes du château. Alors l'église et puis ce village groupé au milieu de bosquets, de pins ou de hêtres qui sont les deux essences dominantes. Deux essences très complémentaires. Le hêtre avec des feuillages d'un vert tendre, le pin sylvestre avec un feuillage d'un vert plus noir. Et les peintres seront sensibles à ces contrastes dans le paysage. Voilà. Donc, on va passer à la suivante. Ah, j'ai fait trop vite. Donc, l'église de Murol, vue du parc où se trouve actuellement installé le musée de Murol. C'est une église qui n'a pas de caractère architectural déterminé. Elle date de la fin du XIXe siècle. Elle en remplace une autre plus ancienne, mais elle a le mérite d'avoir été entièrement décorée à l'intérieur par l'abbé Boudal, dont nous allons faire plus ample connaissance. Voilà, petite vue du village. Alors nous retrouvons le volcan du Tartaret et à l'arrière, sur la droite, une grande falaise rocheuse que l'on appelle la dent du Marais, qui semble couper le paysage, mais laisse un aperçu sur les Monts d'Or au loin. Vous remarquez au passage la pente accentuée des toits. Nous sommes en région, vous le disais-je, de demi-montagne. Ici, les toitures sont en dalles de lave, que l'on appelle de la lauze, et les volumes des maisons, des habitations sont très caractéristiques. Alors une
magnifique torpedo qui arrive sur le village de Murol et se détache au second plan les ruines du château. Là, une vue depuis le chemin de ronde du château, où vous retrouvez la falaise de la Dent du Marais, le lac Chambon et les monts d'Or. Le lac Chambon, qui se trouve à un petit kilomètre du village, c'est un lac dit de barrage. Comprenez, non pas un lac artificiel, mais un lac créé par le volcan lorsqu'il a fait éruption, qu'il a donc barré la vallée. Et derrière ce volcan, les eaux se sont accumulées. Voilà une autre vue du château de la Dent du Marais. Maintenant, vous connaissez tout ce paysage et vous remarquez qu'il y a une grande variété dans ce paysage. Et il y a des éléments très forts, cette falaise, ce volcan, ce lac, et puis tout aux alentours, ces montagnes assez escarpées, assez accidentées. Alors là, nous allons garder ce personnage un certain temps devant nous, avec comme autre caractéristique dans ce paysage la couleur du rocher. Car il y a à la fois le basalte, la lave, qui ont une couleur grise avec des nuances très variées d'ailleurs, d'un gris foncé jusqu'à quelque chose de presque noir. Et puis il y a les scories volcaniques qui sont, elles, du rose, qui vont du rose au pourpre et qui mettent dans le paysage une note extrêmement vive. Un des peintres de Murol, Zing, dont nous reparlerons, déclarait ce paysage est d'une violence de couleur extraordinaire et il vous vide un homme comme un tube de peinture. Ajoutons autre chose. Nous sommes à 850 mètres, c'est une altitude moyenne où l'hiver se fait sentir dans ses rigueurs. Quand nous avons quitté Murol ce matin, il y avait encore de la neige, mais la neige ne reste jamais très longtemps. À partir de 1000 mètres, au contraire, en Auvergne, on a des longs hivers très enneigés. Les reliefs sont plus aplatis, sont moins accidentés souvent. Et il y a donc pour un peintre une certaine uniformité de la couleur d'abord, du relief ensuite. Donc à Murol au contraire, cette neige va très rapidement fondre, va laisser des traces dans les endroits à l'ombre, mais il y aura tout un jeu de neige et de places sans neige. Le pays a donc un caractère pittoresque au sens plein du terme. Je vous rappelle que Littré définit le pittoresque comme une physionomie, un vêtement, un site dont la beauté, le caractère prononcé les rend dignes ou du moins susceptibles d'être représentés en peinture. Telle est l'origine du terme. Ce caractère pittoresque a été reconnu donc depuis longtemps à Murol, en fait depuis l'essor du tourisme. Et les premiers touristes sont liés à la mode, à la fin du XVIIIe siècle, des cures thermales. La station du Mont d'Or est extrêmement fréquentée et il y a des excursions presque obligatoires, dont une à Murol. On vient se soigner, certes, mais on vient aussi admirer la nature. C'est la suite, bien entendu, de l'engouement pour la nature que Rousseau a suscité. Donc, on vient voir ces paysages tourmentés, on vient voir également ces ruines, et ces ruines de Murol sont particulièrement appréciées. Il y a un effet de mode à coup sûr. La duchesse de Berry, en 1821, va venir visiter Murol.
il y a certainement pour elle des préoccupations esthétiques et puis également des préoccupations politiques. En tout cas, au salon de 1822, on a un tableau d'un certain Collet qui représente le château de Murol près des Monts d'Or, sur le devant, son Altesse royale, Madame la Duchesse de Berry, revenant de déjeuner dans les ruines. En 1826, elle ne pouvait pas faire autrement, la Duchesse d'Angoulême vient à Murol à son tour. Et elle est suivie de très près en 1827 par une dame qui aura laissé des traces plus importantes que ces deux nobles personnes, c'est George Sand. George Sand qui va venir à Murol et qui en fera même le cadre d'un de ses romans. Et à partir de là, les peintres vont venir, ou du moins les dessinateurs, et il y aura de nombreuses lithographies qui vont être publiées. Alors il y a tous les grands recueils de lithographies, dont en 1830 ceux que publie le baron Taylor, les voyages romantiques et pittoresques dans l'ancienne France. À la suite des lithographes, eh bien, viennent ces premiers peintres de la nature qui sont encore armés de leurs crayons et de leurs aquarelles. Je pense à Paul Huet, qui va faire 2 séjours au moins à Murol. Il écrit dans une lettre « Murol est un pays à la Walter Scott, avec son château en ruine, le seigneur féodal descendu dans la vallée habitant une maison décorée pompeusement du nom de château et qui ne se distingue guère des maisons des paysans, un très joli bois et un lac. » À partir de 1850-60, vous l'ai-je dit, c'est la grande révolution de l'invention de la couleur en tube qui permet le paysage directement dans la nature. Et Murol va voir arriver Théodore Rousseau, Jules Cogniet, Millet, qui va faire de nombreuses esquisses et en tirera des tableaux, dont la Chevrière auvergnate, qui est à Orsay. Et ces peintres vont être relayés par des artistes locaux et puis par d'autres artistes qui n'ont peut-être pas laissé des noms aussi illustres que ceux que je viens de citer. Donc on peut dire que l'endroit est un lieu que les artistes n'ont jamais cessé de fréquenter depuis la fin du XVIIIe siècle et qui a déjà une nombreuse iconographie. Lorsque va y arriver un personnage tout à fait intéressant qui est l'abbé Léon Boudal, qui est nommé curé en 1890. Vous avez ici un autoportrait de l'abbé Boudal. Il est né à Saint-Dié d'Auvergne, petit village dans la campagne du Livradois, en 1858. Il était le fils d'un meunier. Il entre tout jeune au séminaire de Montferrand. Il est ordonné prêtre à 23 ans. Inutile de vous dire que dans les séminaires, on n'était guère initié aux beaux-arts. On y apprenait beaucoup de théologie et beaucoup de latin. Le petit Léon Boudal, qui a le don du dessin, s'amuse à crayonner ses professeurs et à s'amuser à faire des petits paysages, mais il n'a ni l'occasion d'approfondir son don, ni même de connaître ce qui peut se faire en peinture de son temps. C'est bien certain. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Alors il est nommé curé de Murol en 1890. Il y restera jusqu'à sa mort en 1934, donc 44 ans curé à Murol. Cette longue carrière de curé de Murol est absolument volontaire. Peut-être d'un certain côté n'était-il pas très bien vu de sa hiérarchie pour une certaine indépendance, mais d'un autre côté, il trouvait à Murol le pays de son choix pour y exercer ses talents d'artiste. Il va donc en être le pasteur, mais il va être un acteur de la vie locale très important. Il fonde le syndicat d'initiative. Il se livre à toutes sortes de travaux historiques, de fouilles archéologiques, et il va même, pour améliorer l'économie locale, inventer un fromage
Alors, je ne peux pas vous raconter en tout le détail l'histoire du fromage. Nous sommes en plein pays du Saint-Nectaire. Lui va inventer un Saint-Nectaire de plus petite taille et qui mûrira plus vite grâce à un trou qu'il pratique au milieu. Donc un fromage en forme de couronne, si vous voulez. Alors le mûrissement se fait par l'extérieur et par l'intérieur, et au lieu des 2 à 3 mois qu'il faut pour mûrir un Saint-Nectaire, en 1 mois, le grand Murol, car tel est le nom de baptême qu'il lui donne, va être prêt à la consommation. Et comme rien n'est perdu, ce qui est au centre, il le baptisera le trou de Murol, ce qui aura également du succès. Nous allons peut-être voir d'autres portraits de l'abbé Boudal. Voilà un portrait, une aquarelle d'un de ses collègues confrères peintres, Adolphe Ray. Un autre par un Auvergnat, Mario Pérouse. Et puis des cartes postales anciennes représentant l'abbé Boudal tel qu'il aimait se promener. Il aimait se déguiser soit en ermite, soit en druide. Il hésitait un petit peu entre l'un et l'autre. Ces cartes postales sont intitulées « La grotte des druides ». Il y en a une autre. Vous voyez, la grotte des druides. Bon, ces déguisements choquaient beaucoup dans le pays. Et l'abbé Boudal s'attire quelques observations de la part de son évêque, surtout qu'il s'obstine à porter la barbe. Or, la barbe, à cette époque, était interdite aux prêtres. Seuls les ordres monastiques, ou certains ordres monastiques, trappistes, capucins, ou les missionnaires avaient le droit de porter la barbe, mais les prêtres n'en avaient pas l'autorisation. Il lui faut donc une dispense de son évêque. Alors cette dispense, il l'obtient en alléguant qu'il a des cicatrices sur le visage et qu'il faut qu'il les dissimule. Alors l'histoire est vraie et nous en revenons à sa carrière de peintre. Il était entièrement autodidacte, vous ai-je dit. Et quand il va peindre, il va prendre la très mauvaise habitude de mettre ses pinceaux dans sa bouche. Quand il a fini avec le jaune, il passe au bleu, etc. Mais les corps chimiques qui composaient la peinture alors étaient extrêmement purs. Le jaune de chrome, le blanc de zinc, le bleu de cobalt. Et il se provoque ainsi une nécrose de la mâchoire qui amène à des opérations qui lui laissent des cicatrices sur le visage. Donc sa barbe se justifie comme cela. Je pense qu'elle a un autre intérêt à ses yeux. Elle le rapproche davantage encore du genre Rapin, qui est celui de tous ses amis artistes. Il n'a jamais appris à peindre, vous ai-je dit, et il n'a jamais vu de peinture. Il faut penser que Clermont, à cette époque-là, 1880-1890, est une ville un peu déshéritée au point de vue de son musée. On y a quelques vieilles toiles des 18e, 17e et 18e siècles, mais absolument rien de moderne. L'abbé Boudal est incapable de savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé déjà depuis 1860. Toute cette révolution dans le paysage qui s'est opérée, et il restera très longtemps à l'ignorer. Alors, vous avez ici le genre de tableau qu'il peint à ses débuts. Oh, c'est une peinture habile, certes. Une peinture qui a une matière picturale mince, très lisse. Il sait jouer des contrastes, des lumières et des ombres. Il compose volontiers de vastes paysages, comme vous en avez ici. Vous retrouvez ici le village de Murol, tout à fait sur la droite, ce fameux volcan du Tartaret, au pied duquel il est bâti, le rocher de la Dent du Marais, vous identifiez, je pense, le lac Chambon, etc. Voilà donc le genre de tableau qu'il fait. Vous remarquez aussi la gamme très réduite des couleurs, du gris, du bleu, du vert, du marron. C'est à peu près tout, s'il vous plaît. Voilà un autre tableau peut-être plus intéressant, le vieux Fayard, le vieux Hêtre,
qui ferait presque penser à Caspar Friedrich, hein, avec dans le fond les montagnes enneigées, une peinture extrêmement minutieuse, puisqu'on pourrait compter la moindre ramille. Peut-être peut-on aller un peu plus loin. Et puis voici l'abbé Boudal, nouvelle manière. Alors, cela veut dire qu'il a changé complètement sa façon de peindre. Ça ne s'est pas fait par hasard, par miracle, si j'ose dire. Cela s'est fait parce que sont venus à Murol des peintres qui, eux, sont parfaitement au courant de l'évolution de la peinture, qui connaissent les impressionnistes et même les tendances encore plus actuelles, en particulier les fauves. Et l'abbé Boudal va avoir une révélation. Ça n'est pas du tout qu'il va copier ces peintres, c'est qu'il va savoir que d'abord on travaille avec de la matière et non pas avec des couches extrêmement lisses, que l'on peut user de toute la gamme des couleurs, que l'on peut travailler aussi non pas seulement au pinceau, mais au couteau. Et par une sorte d'imprégnation, il va se mettre à transformer sa façon de peindre et il va devenir un artiste, je crois, fort intéressant. Alors, bien entendu, il peint cela à partir de 1912, 1913. Vous voyez qu'il a commencé bien avant. C'est une peinture par rapport aux premiers impressionnistes qui est très tardive, mais c'est une peinture qui est intéressante. Et vous remarquez aussi que les cadrages ont changé du tout au tout. Il ne s'agit plus de vastes panoramas, mais de ces morceaux de paysages comme les aimés, les maîtres de la peinture française, ayant hérité cette vision d'ailleurs, vous le savez, de l'estampe japonaise. On peut, voilà, un tableau représentant son jardin à Murol, avec une vivacité de couleurs qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait auparavant, une liberté de touche et également une composition fort habile avec cette profondeur et cet horizon en même temps lointain. Alors, je vais vous donner quelques aperçus. Je vais la mettre hors d'usage. Voilà. Voilà une autre vue de ces peintures claires, gaies et très libres qu'il est capable de faire. On va passer plusieurs. Dans un tout autre genre, voilà la production locale, le Saint-Nectaire, les oignons et le pain destinés à faire la soupe qui cuira dans cette écuelle de terre vernissée avec cette cuillère en étain. Ici, un nocturne dans un hameau des environs de Murol qui montre son habileté à capter les lumières. Il affectionne ces atmosphères crépusculaires et, ma foi, est capable de rendre la profondeur du paysage avec ce relais des taches claires, des dernières lueurs du jour, la lanterne que porte le paysan et la petite fenêtre, le fenestrou illuminé par un lumignon. Voilà. Donc, un abbé Boudal qui a appris à peindre au contact de ses confrères venus d'ailleurs. Il a fallu que la peinture vienne à lui. C'est une personnalité que l'on dirait aujourd'hui charismatique. Il sait accueillir tous ces artistes venus de loin. Il sait les introduire dans le pays, qui souvent ne voient pas d'un très bon œil des personnages portés parfois à l'excentricité. Il sait également les faire revenir, les retenir, et il va être pendant plus de 30 ans le pivot qui va amener et retenir à Murol tous ces peintres.
Voilà une vue encore de la baie Boudal, le lac Chambon pris par la glace. Vous voyez que les tonalités sont toutes différentes d'une toile à l'autre. Des chaumières. Alors, le chaume est un des éléments importants du paysage murolais. Je vous ai parlé des toits de lauze. Ces toits de lauze étaient réservés aux habitations. Les granges et les écuries étaient couvertes en paille, en chaume, qui prenait avec le temps des teintes mordorées ou argentées et des mousses, et qui adoptent une forme très souple également, qui plaît beaucoup. Et il faudrait aussi faire une petite parenthèse à propos des chaumes. J'ai trouvé l'autre jour un délicieux petit livre que George Sand écrit vers 1860 sur sa campagne berrichonne. 1860. Hein. Et elle dit nos villages ont des chaumières, mais peut-on encore employer le nom de chaumière, car il ne reste plus de chaumes. Pour trouver des chaumes, il faut aller soit en Bretagne, soit en Auvergne. Chez nous, les paysans ont déjà recours à la tuile et aux matériaux plus pratiques, moins coûteux, plus modernes, plus hygiéniques. Mais elle, qui était très sensible à l'esthétique, eh bien, apprécie beaucoup ces chaumes. Et tous les peintres de Murol vont traiter avec prédilection ce thème. Là, ces beaux chaumes dorés font écho à la neige que viennent de parcourir les troupeaux de vaches qui sortent 2 ou 3 fois par jour de leur étable et qui la parsèment copieusement de bouse. Une rue de Murol en hiver. Je crois que tout cela vous donne un bon aperçu de cette peinture de la baie Boudal qui est loin d'être négligeable. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, je vous en ai mis un certain nombre, je ne me rappelle plus exactement combien. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il fait venir tous ces artistes et il va créer un foyer de peinture à Murol. Il les fait résider dans les auberges du lieu, en particulier à l'hôtel de la Poste, où ils sont accueillis par une remarquable cuisinière, où ils trouvent un confort fort honnête et bien nécessaire après les longues séances à peindre la neige. Car peindre sur le motif, et surtout en hiver, c'est quelque chose sans doute d'assez éprouvant. Un des membres de l'école de Murol a représenté dans un dessin un petit groupe qui va se rendre sur le motif. Alors en tête, bien sûr, c'est l'abbé Boudal. Pourquoi en tête? Parce qu'il est là chez lui, il a repéré quelques lieux dont il sait parfaitement qu'il plaira à ses confrères. Et la canne en avant, il se dirige d'un pas conquérant vers cet endroit. Vous le voyez avec sa barbe rousse, avec son grand chapeau ecclésiastique et sa soutane à petits boutons, ses souliers à boucles, donc un personnage tout à fait typique de ce qu'était un prêtre à cette époque-là. Lorsqu'il lui arrivera de venir à Paris exposer, il s'habillera en civil et il prendra une coiffure, soit un melon, soit un feutre, qu'il prendra l'habitude de mettre comme son chapeau ecclésiastique sous le bras, en l'aplatissant donc à chaque fois. Vous voyez, on était obligé de lui dire non, vous allez vous faire repérer, on verra bien que vous ne savez pas porter un chapeau normalement. À côté de lui, Victor Charton, dont nous allons faire connaissance tout à l'heure, qui est certainement le peintre le plus connu, la figure la plus marquante de l'école de Murol. Derrière lui, Adolphe Ray, qui est un aquarelliste, l'auteur du dessin, qui avait des talents de caricaturiste, s'est amusé, vous voyez, à ne retenir pour chaque personnage que 2 ou 3 traits tout à fait caractéristiques. Et Adolphe Ray, qui était excellent aquarelliste, se plaisait à dire les gens travaillent souvent mal l'aquarelle, ils font sec. L'aquarelle, ça doit être très très mouillé. Alors vous voyez qu'on l'a gratifié d'un énorme seau
d'eau et de pinceaux gigantesques. Suit un militaire, un ancien militaire qui devait être l'étourdi de la bande et qui ne devait pas arriver sur les lieux où il voulait peindre, avoir beaucoup de matériel à sa disposition et sans doute en réclamait-il à ses confrères. Et puis, fermant la marche, Mario Pérouse, l'auteur du dessin. Ce qui est intéressant également dans ce dessin, c'est que vous voyez qu'il tourne le dos au château. Or, le château, vous en êtes rendu compte dans les cartes postales, est vraiment le point fort du paysage. C'est celui qui s'impose dans tout cet endroit. C'est celui que les peintres romantiques aimaient représenter. Les peintres de l'école de Murol ne s'intéressent pas à cela. Ils s'intéressent à ces cadrages resserrés, à ces coins de village, à ces cours de ferme, à ces chemins creux que la peinture impressionniste a mis à la mode. Vous remarquez aussi que ce petit dessin est daté de février 1918. Donc les peintres se retrouvent en hiver. Et pourquoi? Parce qu'ils aiment peindre la neige. Voilà. Voilà un tableau de Victor Charton. Alors nous sommes là avec un artiste très différent. Il est né à Bourgoin en 1864, Bourgoin, petite ville de l'Isère, dans un milieu aisé. Il a fait de très brillantes études de droit et ses dons artistiques le font hésiter pendant longtemps entre la peinture et la poésie. Et puis les nécessités familiales l'obligent à prendre une charge d'avoué qu'il achète à Lyon en 1892. Il se marie l'année suivante à une Auvergnate et découvre l'Auvergne. Et il va être subjugué par les paysages d'Auvergne. 10 ans plus tard, fortune faite, il vend sa charge. Ne me faites pas dire que les avoués gagnent bien leur vie pour pouvoir en 10 ans vivre de leur rente. En tout cas, il va désormais se consacrer uniquement à la peinture. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'il va avoir la reconnaissance officielle et reconnaissance également de ses confrères artistes immédiatement. Dès qu'il se met à peindre, il est reconnu, consacré, tant par les récompenses du Salon des artistes français, où il obtient la médaille d'or en 3 ans, que par ses achats de l'État et par ses grandes expositions dans les galeries les plus prestigieuses. Il va venir faire des séjours de plusieurs mois à Murol pendant près de 20 ans. Puis finalement, il achètera une propriété dans un village voisin et viendra un peu moins. Alors, c'est quelqu'un qui, lui, est parfaitement au courant des tendances de la peinture moderne, à la fois marqué par un post-impressionnisme et puis même ici on pourrait dire par les recherches des cubistes. En tout cas, il est toujours très concret et très sensible au coloris. Ce sont les vieux toits de Murol, l'église de Murol et la neige qui est certainement pour un tiers dans ses œuvres. Alors, j'aurais aimé ce tableau vous le montrer pour de vrai, comme on dit, car il est très important par son support. Victor Charton est un virtuose de la couleur, mais il est très vite conscient du vieillissement que la peinture à l'huile connaît, comme tout corps vivant. Et il sait qu'avec les années, l'huile va évoluer, va devenir jaunâtre, puis brunâtre, et qu'en même temps, elle va entraîner une altération des pigments. Il
fait des recherches et il va se mettre à préférer à la toile de lin, qui est d'un grain très serré et en fait très hermétique, une étoffe de coton qui s'appelle la finette. La finette servait à fabriquer les layettes, les chemises de nuit. C'est une étoffe à la fois très souple, très moelleuse. Alors il a certainement un procédé qu'il a tenu secret pour la tendre sur un châssis sans la déformer et pour pouvoir travailler sur cette matière pelucheuse et souple. En tout cas, il va la préférer et il obtiendra, grâce à la finette, des effets d'un moelleux et d'une douceur tout à fait remarquable. Ici, nous sommes dans le parc proche du musée de Murol, du musée actuel, et Charton en représente les floraisons printanières. Il s'agit de rhododendrons, d'azalées, de magnolias qui ont actuellement environ 150 ans et qui créent au printemps une véritable féerie. Cela convient tout à fait à son goût pour la couleur. Printemps à Murol. Alors bien sûr, on a le château, mais le château est rejeté comme quelque chose de mineur. Ce qui intéresse l'abbé Boudal ici, ce sont les teintes très douces. Ce qui intéresse Charton, ce sont les teintes très douces et très, en même temps, très vives, aigres du printemps, de la floraison, de l'herbe verte, le rose du sol. Je vous rappelle que nous sommes sur des terrains volcaniques, et ce jeu de toiture du village. Le château n'est qu'un élément tout à fait accessoire. Un dessin représentant encore Murol. Alors ces dessins sont exécutés comme par Charton, non pas en vue de tableau, mais comme des œuvres à part entière, et où il s'agit, à partir du blanc du papier ou du carton et du fusain, rehaussé parfois de lac noir, de rendre le paysage dans sa vérité d'enneigement. Très vaste toile, malheureusement difficile à photographier. Elle fait près de 3 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur. Ça n'est pas un format habituel chez Charton. Bien entendu, elle n'a pas été peinte sur le motif, et pour cause. Et elle est très significative de sa façon de travailler parfois. Il rassemble des éléments divers. Dans l'altitude qui serait celle de ce village, les peupliers carolins qui forment les verticales, si nécessaire dans un paysage aussi horizontal, les peupliers carolins ne pourraient pas venir. Ce sont des arbres d'altitude plus modeste. D'autre part, ce village n'existe pas réellement. Le petit pavillon qui se trouve au premier plan est emprunté à un endroit bien précis qui n'a rien à voir avec ses hauteurs. Mais vous voyez que le paysage veut rendre cet hiver auvergnat qui semble s'étendre à l'infini, étouffer toute vie sur ces campagnes, et en même temps qui n'est pas exempt de couleurs, car selon Charton, la neige c'est tout sauf du blanc. Voilà un autre de ces tableaux peints sur finette. Alors ici, il a pratiqué ce qu'on appelle la réserve, vous savez, les parties de tableau sur lesquelles le peintre ne dépose pas de peinture et qui peuvent servir justement à établir un jeu avec les parties peintes. Mais ici, il a fait une vaste réserve dans laquelle il s'est simplement contenté de mettre des touches de couleur. Cela s'appelle les pas dans la neige. Vous voyez les traces de passage d'un être humain qui s'est dirigé vers la petite maison enfouie dans le creux de ce vallon. Et il n'y a
que ce vert sombre des sapins et ce bleu très doux des lointains. On est là dans une peinture très libre et tout à fait particulière à Charton. Charton a eu un rôle très important. Bien sûr, l'abbé Boudal a été le rassembleur. Il a été celui qui a fédéré tous ces peintres, qui les a attirés et, je le répète, qui a su les retenir. Mais Charton est certainement, pour tous ceux qui ont fréquenté Murol, un maître, un formateur. Bien sûr, il ne donne aucun enseignement dogmatique, sa modestie profonde y aurait répugné, mais ses toiles sont toujours un exemple pour ceux qui travaillent avec lui. Avec le peintre suivant, c'est toute une autre aventure de la peinture. C'est un Russe qui s'appelle Sacha Finkelstein, qui arrive à Murol dans les années 1915-1916, vraisemblablement envoyé par la galerie Bernheim Jeune pour préparer une exposition. Et puis il y aura ensuite une rupture assez violente entre le galeriste et lui-même. Alors Sacha Finkelstein est un de ces peintres qui font scandale parmi la bonne population de Murol. Évidemment, il a des manières très libres et il a une peinture fort audacieuse. Pour nous, cette peinture est quelque chose qui est devenu presque courant et presque tout à fait classique. Mais à l'époque, il faut penser à ce que cette véhémence de la couleur et cette force du trait peuvent représenter. On doit avoir un autre tableau de Finkelstein représentant le village de Murol au pied de cette montagne du Tartaret. Alors cette montagne du Tartaret, je vous l'ai dit, c'est un ancien volcan et qui est planté d'une forêt mixte. D'un côté des hêtres qui perdent leurs feuilles en hiver et cela dégage les couleurs du sol couverts de feuilles mais avec de la pouzzolane, et puis de l'autre des pins d'un vert sombre. Voilà, donc Finkelstein a été un personnage très pittoresque, il a fait cette apparition à Murol pour disparaître très rapidement après. Alors il y aurait toute une recherche à faire sur lui. On sait qu'il s'est embarqué pour les États-Unis, on connaît la date, on connaît l'endroit où il a été hébergé en arrivant à New York, et puis on ne sait plus rien de ce qui a pu advenir de lui. Sa personnalité donnerait à supposer que peut-être il a là-bas changé de nom et que sous un autre nom, il a continué son œuvre. Ce serait quelque chose de passionnant à suivre. En tout cas, c'est un personnage qui reste encore largement mystérieux. Vladimir de Terlikowski. Alors lui est un Polonais, personnage hautement pittoresque aussi. Il est arrivé à Murol en 1911. Pourquoi est-il venu en Auvergne? Il avait rencontré à Paris un de ces Auvergnats de Paris, mécène, qui lui avait demandé, qui avait apprécié son talent et qui lui avait demandé d'aller peindre en Auvergne, à condition qu'il garderait une partie de sa production pour lui. Alors Terlikowski va arriver à Murol. Là, ces tableaux sont d'une luminosité extrême, d'une modernité très sensible. Il faut dire que Terlikowski a eu un parcours tout à fait extraordinaire. Il est arrivé de sa Pologne natale. Enfin, d'abord, il est parti de chez lui à 11 ans. Il a fait une fugue. On l'a ramené quand même au logis au bout de quelques mois. La fugue suivante, qui a eu lieu à 13 ans, a été beaucoup plus réussie. On ne le reverra jamais. Il va traverser toute l'Europe et, vivant d'expédients, il fera un détour par Munich, mais il n'a pas d'argent pour suivre des cours à l'école des Beaux-Arts.
illustre à l'époque, et plus ou moins mendiant, plus ou moins vivant de toutes sortes d'expédients, il va arriver à Paris. Et il va d'abord s'installer à Montmartre, c'est le haut lieu de la peinture. Puis il va partir en proie à son humeur vagabonde, et il partira pour l'Italie, puis pour l'Égypte. De l'Égypte, il va gagner les Indes, la Chine, puis l'Australie. Et il se mettra à gagner sa vie en faisant beaucoup de portraits. Sa vie quotidienne est assurée de cette façon-là. Et puis, revenant à Paris, il va découvrir que le centre de l'art s'est déplacé vers Montparnasse. Il va séjourner en partie à la Ruche et fréquenter Modigliani, Derain, Vlaminck et beaucoup d'autres. Il arrive donc à Murol avec un solide bagage derrière lui, et lui aussi va certainement beaucoup marquer le brave abbé Boudal. Quand il va découvrir ce genre de peinture, il sera très impressionné. Terlikowski, de ses voyages à l'étranger, a pris l'habitude de travailler principalement au couteau. C'est plus pratique, ça se nettoie plus vite que les pinceaux, ça sèche peut-être moins vite, surtout quand on met de grosses épaisseurs de couleur, mais il va travailler au couteau. Alors, ce tableau est à peu près contemporain de l'arbre que peignait l'abbé Boudal, vous voyez, dans son premier temps, cet arbre qui avait été ciselé presque brindille par brindille. Et il est certain que l'abbé Boudal, découvrant cette peinture au couteau, cette façon de traiter la forêt par grandes masses presque abstraites, et de traiter ces ombres bleues sur la neige, va être profondément marqué. Vue de la rue principale de Murol en hiver. Or, Terlikowski va faire plusieurs séjours à Murol, et puis il rejoindra Paris. Ses succès y seront très nombreux, jusqu'à ce qu'il connaisse une certaine crise sur la fin de la guerre de 14-18. Il est en difficulté, il a une femme, 2 enfants, et il vit dans des conditions assez précaires. On signale le cas de ce peintre très doué à une personne qui s'occupe d'art et d'artistes et qui consent à venir l'aider en lui commandant son portrait et celui de sa fille. Terlikowski exécute 2 très beaux portraits, mais en même temps tombe profondément amoureux de la fille. Et la fille tombe amoureuse de lui. C'est une belle histoire d'amour, vous voyez, sauf qu'ils étaient tous les 2 mariés. Et que la fille avait pour père le Premier ministre, non, le président du Conseil de l'époque, un certain Georges Legge, qui a laissé un nom célèbre dans la marine. Eh bien, les 2 amoureux obtiendront le divorce de part et d'autre. Terlikowski arrivera même à persuader sa nouvelle épouse de prendre la charge, la première, et les 2 enfants issus de leur mariage. Et Terlikowski, devenu gendre d'un personnage politique de premier plan, aura toutes les plus hautes décorations, les plus grandes facilités, et mènera désormais une carrière internationale, particulièrement entre Venise, l'Afrique du Nord et Paris. Alors voilà un tableau intéressant, il n'est pas signé, et on peut hésiter longtemps. Il se trouvait dans les tableaux qu'a laissé après sa mort l'abbé Boudal. Petit lettre de l'abbé Boudal. Il y a une liberté de touche, certainement, qui exclut quand même qu'il soit allé si loin. Vraisemblablement, il serait de Terlikowski sans être peut-être absolument terminé. En tout cas, vous voyez combien les influences ont pu s'exercer et combien il peut être difficile
d'essayer des attributions dans des cas comme celui-là. Nous arrivons ici à un autre peintre qui est lui un Auvergnat. C'est l'auteur de du petit dessin que je vous ai montré des peintres de l'école de Murol en marche vers le motif. Il s'agit d'un certain Mario Pérouse. Lui a eu une formation quand même assez solide. Il est venu à Paris pour faire des études de droit, mais il a surtout fréquenté les musées, les expositions, et de là est allé à Pont-Aven, où il a été très impressionné par ce qui avait pu se faire là-bas. Il est revenu en Auvergne se fixer, et il va peu à peu délaisser sa carrière de caricaturiste qu'il a exercé à Paris pour devenir paysagiste au contact de Charton. Voilà. Alors ça, ce sont des petits crayons en vue de l'illustration de livres. Voilà une vieille chaumière de Murol par Pérouse. Vous remarquez la vigueur de la couleur. On n'est pas dans les teintes plus atténuées de Victor Charton. On sent que Pérouse est passé par Pont-Aven, il y a une accentuation de la ligne, il y a un rehaussement de la couleur. Vous remarquez aussi qu'il y a deux personnages vaguement esquissés. Vous avez pu vous apercevoir, en regardant tous les autres tableaux que nous avons regardés jusqu'ici, que le personnage humain est pratiquement absent. Ça n'intéresse pas nos peintres. Il est certain qu'ils savent peindre, à l'occasion ils peignent la figure humaine et ils le montreront amplement, mais ça n'est pas quelque chose qui les intéresse directement. Adolphe Rey. Adolphe Rey est un Dauphinois, lui aussi, ami d'enfance de Charton, qui va faire une carrière militaire, ce qui ne l'empêchera pas de consacrer tous ses loisirs à la peinture. Et c'est lui le fameux aquarelliste qui aimait tant travailler dans l'eau. C'est également quelqu'un qui a beaucoup pratiqué l'huile. Il a laissé une œuvre considérable, à ce jour 2200 tableaux ou aquarelles ont été répertoriés, et par chance tout cela est resté groupé dans la descendance, car il n'avait pas envie de vendre sa peinture et il n'en avait pas besoin. C'est un des traits communs à plusieurs de nos peintres. Ce sont des gens qui n'ont pas besoin de vendre pour vivre et qui peuvent se consacrer donc à leur art avec sans doute plus de liberté. Un beau printemps avec ces couleurs acides de l'herbe et cette douceur des fleurs. Et puis ces aquarelles très hardies, couchées de soleil sur le lac Chambon. La dent du Marais, cette falaise, un vieux four dans la campagne. Autre dauphinois, autre militaire, attiré à Murol par Charton, c'est un certain Jules Guibout, qui lui aussi pratique beaucoup la neige. Alors, il a fait à Murol une œuvre importante. Vous remarquez ici les toits de chaume dont je vous ai parlé, à la fois cette forme très souple et ces couleurs très chaudes et très riches. Et on trouve des œuvres de lui quelquefois sur le marché. Elles peuvent être difficiles à identifier car il ne signe pas toujours de son nom, mais il lui arrive de signer E d'Orient, cela voulait dire expédition d'Orient, ou bien O d'apostrophe arty, mais c'est officier d'artillerie. Voilà, c'est une petite fantaisie d'artiste. Ici, un peintre murolais qui était de son état plâtrier peintre et qui s'est surtout consacré à la décoration.
Et il avait décoré la plupart des auberges du pays, des hôtels et des auberges, les pourvoyant de très grandes fresques ou de grands panneaux peints, comme c'est le cas ici. Alors vous avez un coucher de soleil teinté, traité dans des teintes très, très douces, très harmonieuses. La photographie ne rend pas tout à fait cela. Et puis des tableaux de chevalets, neige à Saint-Victor-la-Rivière, petit village proche, la Brouette, et on retrouve ces couleurs vives et joyeuses que fait valoir la neige. Vue de Murol en automne. Alors ici, je pense que M. Point n'aura pas de mal à identifier, M. Doré n'aura pas de mal à identifier l'auteur de cette œuvre, c'est Armand Point. Alors, Armand Point va arriver à Murol dans des conditions un peu dramatiques, sans qu'on sache tout à fait qui l'y a amené, du moins à ma connaissance. Il arrive, il s'est cassé une cheville et on le transporte en charrette jusqu'à Murol, et de là, il faudra qu'il aille à Clermont. Mais il reviendra dans un meilleur état et peindra lui aussi assez souvent des scènes d'hiver. Alors, Armand Point représente ici la vallée de Chaudefour qui est enserrée dans le massif des Monts d'Or. Chaudefour, cela en auvergnat veut dire cul de four, c'est-à-dire un endroit complètement clos. Et Armand Point, dans ce tableau, montre bien qu'il s'agit d'un endroit fermé. Il n'y a pas de place pour le ciel. Et d'un endroit qui est minéral, avec tous ces rochers sur lesquels pèse beaucoup de neige en plus. Et puis il y a quand même, pour donner la vie à cet univers un peu figé, ce torrent qui bouillonne et qui descend au premier plan. Autre tableau d'Armand Point, cette neige dans un petit hameau proche de Murol. Vous reconnaissez là aussi le goût pour les chaumières. Un petit personnage, mais qui est anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est ce jeu de la neige et des couleurs à la fois froides et chaudes. Les couleurs froides des ravins dans l'ombre, des sapins presque noirs, et puis le chaume avec ses teintes dorées et ce jeu de soleil. Jules Zing. Alors Jules Zing, 1882-1942, lui est un franc-comtois. Il a fait ses études d'abord à l'école des Beaux-Arts à Paris, sous la direction de Cormon. Il connaîtra bien l'actualité de la peinture de son époque et il va venir à Murol un peu par accident pendant la guerre de 14, et il se liera à Pérouse et à Charton. Alors, il produit à la fois des aquarelles. Vous avez un exemple de cette vallée de Chaudefour que nous venons de voir peinte par Point. Cette vallée de Chaudefour avec ses rochers très découpés, ses dents, et il a animé cette vue d'une silhouette de berger avec 3 moutons, 4 moutons esquissés de 2 traits de pinceau. Il est bien certain que lui, par contre, anime ces paysages. Et il sera même l'auteur de scènes tout à fait peuplées. Ici, les toits de chaume du petit village de Groire, où il habitait, pour remarquer la présence de vaches, de personnages. Les toits de Murol, peinture très fauviste, si l'on peut dire, dans une toute autre tonalité, les mêmes toits de chaume du village de Groire. Vous remarquez qu'il y a toujours introduction de quelques animaux ou d'une petite scène de la vie quotidienne.
le char tiré par des vaches dans les hauteurs enneigées au-dessus du Chambon. Une aquarelle représentant un village tout voisin. Et l'intérêt de Zing s'est porté sur cette façon très curieuse pour cette vieille femme de transporter ses seaux d'eau ou de lait à l'aide d'une sorte de joug. Les vaches que l'on mène à l'abreuvoir en hiver, matin et soir. Et une scène de marché à Murol. Cette scène de marché est une étude en vue d'une tapisserie qui avait été commandée à Zing par la manufacture des Gobelins et qui devait représenter pour la province d'Auvergne un marché ou une foire. Ce ne sera pas le marché à Murol qui sera retenu, ce sera la foire à Saint-Saturnin. La tapisserie existe, elle est absolument magnifique et aura les félicitations unanimes de la critique. Un certain Gobot. Alors Gobot est un peintre français, mais qui est né à San Francisco et qui vient à Murol. Alors attiré comment? Eh bien attiré par le renom du lieu et sans doute par quelques relations avec d'autres peintres qui y ont travaillé. Et il y exécutera une série de tableaux et également des gravures. C'est un lithographe tout à fait remarquable. Voilà une petite esquisse de neige du même Gobot. Un Auvergnat, Jean de Châteauneuf. Jean de Châteauneuf est propriétaire d'une très belle demeure aux environs de Clermont, entre Clermont et Murol, le château de la Bâtisse, à Chanonnat. Et il sort très peu de son parc, qui, il est vrai, avec ses 18 hectares, lui offre amplement de quoi satisfaire son pinceau. Ici, il est sorti jusqu'à la porte du village de Chanonnat et a exécuté ce très beau paysage de neige où l'on sent une vie étouffée. Voilà une autre neige dans le même village de Chanonnat. Une vue de la grille du château, avec une neige très lourde. Alors évidemment, la photo ne peut pas rendre ce que le tableau donne, cette neige très molle, très lourde qui pèse sur les arbres, sur la moindre brindille, dans lesquels les pieds enfoncent et le ruissellement du petit ruisseau du côté du chemin. Voilà le château de la Bâtisse où habitait Jean de Châteauneuf et qu'il a représenté de très nombreuses fois. C'est un peintre qui travaille dans de grands formats et plus volontiers la neige, mais qui est capable, comme ici, autre vue du parc du château, de faire des automnes très lumineux. Le pavillon, un pavillon du château en hiver. Et là, un très joli jeu d'ombre et de lumière sur un des pavillons du château de la Bâtisse. Scène de la vie paysanne et traitée avec une énergie qui rappellerait, disons, Millet, mais évidemment avec un décalage notoire. Un autre Auvergnat, Barrière. Tous ces gens-là ont connu Charton, ont fréquenté Charton. Ce sont des gens qui peignent pour leur plaisir. Leurs œuvres ne sont jamais vendues, donc elles restent dans la famille. Elles ne se trouvent que très rarement sur le marché. Barrière était un ingénieur agronome et il possédait une propriété aux environs de Clermont et il l'a représenté très souvent. Ce tableau est intitulé « Visite chez grand-mère » et vous voyez une magnifique voiture qui pourrait être identifiée. Je crois qu'il s'agit d'une Hotchkiss. Ici, un automne dans le parc de la propriété, une scène de fenaison, le jardin d'une maison de famille également, et des neiges comme de bien entendu. Voilà.
Alors, l'école de Murol n'étant pas spécialement machiste, il s'y trouve également quelques femmes. Elisabeth d'Audelfort, élève de Charton, mais qui a sa personnalité à elle et qui représente ici un des villages de la plaine. Vous remarquez que les maisons ont des toits beaucoup plus plats et des toits de tuiles. C'est le double visage de l'Auvergne, l'Auvergne des toits pentus en lauze et l'Auvergne des tuiles qui a déjà une petite allure de midi. Maurice Busset est auvergnat lui aussi. Alors c'est un peintre qui a une production très abondante. Il représente ici un coucher de soleil sur le lac Chambon. Il peint énormément de scènes de la vie villageoise avec souvent une préoccupation ethnographique. Et puis il se tournera vers l'archéologie et il sera l'inventeur d'une nouvelle localisation de la bataille de Gergovie. Alors, je passe là-dessus. Ce serait tout un épisode hautement pittoresque, mais qui nous éloignerait un peu. Autre tableau de Busset représentant ces attelages de vaches. Il y avait très peu de chevaux dans cette partie de l'Auvergne. Camus, Jean Camus, sculpteur très renommé, et certains ont dit un peu méchamment qu'il valait mieux qu'il sculpte plutôt qu'il ne peigne. La photo ne donne pas une très bonne idée du tableau car il y a des reflets qui sont désagréables, mais c'est une peinture assez vigoureuse néanmoins. Un certain Pipe, de son nom Paillassou, architecte, et qui va travailler également beaucoup en Auvergne, le lac Chambon, comme par hasard. Cellier, qui lui n'a pas peint la neige parce qu'il ne vient que durant l'été. Alors nous arrivons vers des générations de relève, si l'on peut dire. Ici, un certain Jaffeux, qui a retenu de Charton le fait que la neige, c'est tout sauf du blanc, et qui rend admirablement ces ombres bleutées, mauves, violacées, sur les grandes étendues neigeuses. Voilà un autre tableau de Jaffeux. C'est un peintre qui, pour des raisons matérielles, hélas, ne peut pas utiliser beaucoup de peinture. Il est pauvre, il est chargé d'une famille parmi 5 enfants, il y a 3 infirmes, et il économise, il tire sur la peinture, comme on dit. Cela ne veut pas dire qu'on n'obtienne pas un relief tout à fait impressionnant. Et pourtant, la couche picturale est d'une minceur extrême. Toujours de lui. Alors, parmi les derniers à maintenir la tradition de peindre à Murol, un certain Tessonnier, qui fut professeur à l'école des Beaux-Arts de Clermont. Ici, c'est une vue du lac Chambon en printemps, d'où une atmosphère très brumeuse, très légèrement voilée et des teintes acidulées. Chanona, représentant le lac Chambon, c'est un Auvergnat également qui a une longue carrière dans les environs de Murol en particulier. Voilà une neige de Chanona, excusez la médiocrité de la photographie, mais ça ne l'est pas de la peinture. Simon, un enfant du pays, qui travaille d'une façon beaucoup plus libre et qui représente ici le château en automne, la Dent du Marais. André Bardet, autre enfant du pays, auvergnat, et son neveu Christian Bardet, qui est décédé en 2007 à l'âge respectable de 98 ans, et qui a donc été le dernier représentant de l'école de Murol et le dernier à avoir été formé directement par Victor Charton. Je vous ai donné un aperçu à travers tous ces peintres
du foisonnement artistique qui a pu avoir lieu pendant cette grande période qui s'étend de 1910 à 1935 à peu près. Il faut dire que l'abbé Boudal meurt en 1934, Charton en 1936, et il y a là certainement une rupture préjudiciable, mais vous le voyez, d'autres peintres ont poursuivi leur œuvre et ont continué à fréquenter Murol. Je crois qu'à travers tout cela, vous voyez des personnalités très diverses, bien sûr, des talents plus ou moins affirmés, plus ou moins sûrs, mais un commun intérêt pour le paysage et puis pour la neige. C'est une école de neigistes. Et bon, à l'heure actuelle, les universitaires se disputent souvent sur cette notion d'école. Je crois qu'il y a bien entendu des puristes qui veulent réserver cela à des critères extrêmement précis et pointus. Mais comme, je le répète, nous trouvons ici cette unité de temps, cette unité de lieu, cet esprit commun et cet esprit du paysage, mais aussi du paysage de neige et du travail en commun, je crois que l'on peut parler de l'école de Murol. Il reste beaucoup à étudier, beaucoup à faire. Le musée de Murol présente environ 150 tableaux. Chaque année est organisée une exposition qui met le projecteur sur l'un de ces peintres plus particulièrement. Et d'année en année, on fait des découvertes. Il n'y a pas de numerus clausus. On a des noms d'artistes qui n'ont pas encore d'œuvres au musée et qui sont mal connus. Et il y a des noms qu'on ne connaît pas et qui restent à découvrir. Alors, il y a beaucoup de choses à faire encore pour l'école de Murol. Je vous remercie de votre attention et suis prêt éventuellement à répondre à des questions. Moi, je vous remercie. Je trouve que c'est une école très très intéressante que je découvre grâce à vous. Je ne suis pas une puriste quant aux écoles et je trouve que vous avez tout à fait raison. On peut parler d'une école puisqu'il y a une unité de lieu. Et ce que je trouve remarquable, c'est le travail que vous avez accompli. Si j'ai bien compris, on vous le doit. En grande partie. Oui, bravo. Et j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous réussi à créer un musée? Est-ce que ça doit être bien entendu votre initiative, surtout parce que vous êtes animé de la passion, mais est-ce que la mairie a participé, la région? Est-ce que ce sont des dons des familles? Comment avez-vous constitué votre musée? Très bien. Alors, il faut dire qu'il y avait à Murol un petit fonds qui était déposé à la mairie. Une vingtaine de tableaux qui avaient été donnés par les artistes, qui se trouvaient à la mairie, conservés dans des conditions parfois un peu précaires. Je me rappelle d'une superbe finette de Charton. Alors ces finettes, c'est donc cette spécialité de Charton, cette étoffe très fragile, très pelucheuse, et qu'il faut conserver derrière une vitre. Heureusement, il existe maintenant des vitres anti-reflets, mais il est certain qu'il faut, pour éviter qu'elle accroche la poussière, la conserver derrière des vitres et veiller à ce qu'elle soit dans les meilleures conditions. Eh bien, cette superbe finette de Charton figurait dans la grande salle de la mairie de Murol, mais servait de support à un lierre grimpant qui le recouvrait, qui faisait une très jolie guirlande autour, mais qui apportait en même temps une certaine humidité. Bon, le lierre n'avait pas encore réussi à soulever la vitre, mais enfin, on n'en était pas loin. Donc il y avait là quelque chose à faire, d'abord pour que tout le monde puisse avoir accès à ces œuvres. Certaines étaient reléguées dans des bureaux peu accessibles, et puis ce qu'elles soient présentées et conservées, surtout dans de bonnes conditions. Il a fallu persuader la municipalité de créer ce musée. Il y a eu de l'aide. Alors il faut dire qu'il y a eu un jeune historien d'art à l'époque qui avait fait une thèse en Sorbonne sur les peintres de Murol. Et son travail a contribué à raviver l'attention sur un épisode qui avait été peu à peu oublié. Il y a eu des collectionneurs qui, lorsqu'on leur a parlé de ce projet de musée, ont dit « Oh mais moi je suis tout prêt à faire des dépôts ou à faire des dons ».
Il y a eu par exemple M. Bardet qui est venu un jour avec ce tableau en disant écoutez, je vous le donne pour l'ouverture de votre musée. Bon, il y a eu tout cela, mais il y a eu surtout à persuader le conseil municipal. Ça a été une œuvre de longue haleine. Je dois dire que quand on suivra plus tard, peut-être l'histoire du musée de Murol, on verra que les différentes délibérations pour accepter le projet, ensuite pour voter les crédits, ont toutes été prises, et cela a duré de nombreuses années, à l'unanimité. Bravo. Oui, mais alors madame, aux élections suivantes, on m'a demandé d'aller voir ailleurs. Et donc, Parce que je dépensais l'argent du contribuable. Ah oui, mais ça c'est toujours le grand Oui. écart entre la culture et l'argent, Voilà. l'art et l'argent, comme je l'appelle, hein, Voilà. avec le jeu de mots habituel pour l'art. Mais il y a combien d'habitants à Murol? 600. Seulement, c'est une commune touristique qui a Oui. c'est une grosse fréquentation estivale. Il est certain qu'on décuple le nombre de la population en été. Et je dois dire que maintenant, enfin je reviens sur ce que j'ai dit, maintenant je crois que les Murolais sont très fiers de leur musée et ne voudraient pour rien au monde le voir fermé. Mais vous parlez de 125 tableaux. Ils sont accrochés ou ils sont... Oui, oui, oui. Ils sont tous accrochés. Donc le musée est assez grand alors, Le non? musée est assez grand pour présenter en temps ordinaire la collection permanente. Oui. On en est à presque 150 tableaux. Par contre, pour présenter les expositions d'été, il faut faire une présentation réduite, car c'est un petit musée qui garde le caractère d'une demeure privée. C'est une D'accord. demeure privée qui d'ailleurs accueillait les artistes à l'époque. Et qui a fait l'objet d'une donation aussi, la demeure privée? Alors, elle avait été acquise par la municipalité bien avant, mais pour servir de poste de gendarmerie. D'accord, Voilà. très bien. Mais mais c'est très c'était bien. une bonne utilisation, mais maintenant, elle est utilisée pour toute autre chose. Alors, je dois dire que le musée a également été créé, donc ouvert en 2000, et en 2003, labellisé Musée de France. Ce qui a été Formidable. pour nous une grande satisfaction et un grand soutien, puisque nous bénéficions à ce titre de crédits pour l'achat d'œuvres, d'enrichissement des collections. Bravo. Alors ça fait plaisir à entendre parce que on réalise que même dans un pays où il n'y a pas de fiscalité incitative pour acquérir des œuvres ou si peu par rapport à d'autres pays, on peut faire beaucoup comme vous l'avez fait. Oui, je crois que l'effort de la commune a été important, bien sûr. Le conseil général, le conseil régional sont venus à la rescousse. Et puis maintenant, le fonctionnement se fait avec l'aide d'une communauté de communes, car Oui. il y a beaucoup d'institutions maintenant dans le jeu, et puis de la DRAC. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des amis d'Aréar qui aimeraient poser des questions? Oui. Alors, je passe le micro à Bernard Bois. Oui, les deux peintres les plus chers, a priori, de votre école, c'est donc, a priori, Zinc et Charton, je crois. Alors, il y a d'abord Charton, je pense. Charton qui est un artiste qu'on voit régulièrement. Il n'y a guère de semaine où un tableau de Charton ne passe sur la Gazette Drouot, ou même plusieurs Chartons. C'est un peintre qui connaît de belles cotes parce que il fait une peinture séduisante. Il est dans la suite de l'impressionnisme. Les tableaux des impressionnistes, des grands maîtres de l'impressionnisme ou du post-impressionnisme sont à l'heure actuelle pratiquement inaccessibles. Qui s'achèterait un Sisley ou un Pissarro ou tellement d'autres. Donc pour Charton, on est encore à des prix raisonnables, et je pense que c'est un de ces peintres qui, dans la suite, va connaître encore une croissance de sa cote continue. Alors, pour le peintre polonais dont vous avez parlé, qui a de fort jolies peintures et qui avait une relation avec la ruche, alors est-ce qu'il est exposé actuellement à l'exposition La Ruche à Évian? Alors, je n'ai pas vu cette exposition et je me promets de passer demain
dans une grande librairie parisienne pour essayer d'obtenir le catalogue. On trouve le catalogue, je crois, Voilà, maintenant. je vais aller voir cela. Normalement, il devrait être cité. Alors, c'est un peintre qui est connu, surtout aux États-Unis. Pour des raisons toutes simples, sa descendance s'est établie aux États-Unis et une publication universitaire importante a été faite sur Terlikovski aux États-Unis. Il passe de temps en temps des œuvres de lui. Il a eu une production très abondante, inégale parce que il travaillait parfois fort vite, en particulier pour les portraits. Et il n'a pas une cote très régulière. Mais par exemple, les tableaux de Venise qu'il a fait sont très recherchés. Je pense qu'une galerie qui, à Venise, ferait une exposition sur le Venise de Terlikovski ferait une grande réussite. La commissaire d'exposition de l'exposition La Ruche, c'est Sylvie Buisson. Oui, Et nous la connaissons personnellement. Je pourrais vous donner ses coordonnées si vous voulez. ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie. Mais merci de vos réponses. Voilà. Robert Doré aimerait poser une question. Est-ce que vous allez acheter des dessins de certains artistes? Est-ce que vous en avez déjà? Ou est-ce que vous avez Non. des Alors, intentions? malheureusement, pour le moment, nous ne nous sommes pas consacrés du tout au dessin. Le dessin implique une conservation un peu spéciale. On ne peut pas l'exposer trop longtemps. Il faut donc qu'il soit dans des réserves dûment aménagées. Or, nous manquons de place, je dois le dire. Le musée a pris de l'ampleur, enfin les collections ont pris de l'ampleur avec les années. Au bout de 10 ans d'existence, donc nous sommes presque à l'étroit dans nos murs. Et il nous serait difficile d'avoir un local aménagé pour conserver vraiment des dessins. Alors, je le regrette en particulier à propos de Point, car grâce à un éminent spécialiste de son œuvre, je sais plusieurs dessins qui pourraient être acquis et qui représentent des paysages de Murol, qui ont servi à l'élaboration de ces tableaux. Alors malheureusement, pour le moment, on est un peu bloqué là-dessus. Par contre, je me permettrais de vous poser d'autres questions qui m'intéressent, non pas sur la collection donc du musée de l'école de Murol, mais sur votre propre parcours. Quel est votre conservateur de musée? Non. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup justement aux vies des personnes qui s'investissent à un moment donné dans ce domaine et qui réussissent, par exemple, comme vous en tant que personnellement votre métier. Qu'est-ce que c'était votre métier? Oh, j'étais tout simplement un enseignant. Enseignant quoi? Enseignant lettres classiques. Oui. Et j'ai eu un parcours un petit peu chaotique. J'ai appartenu au noble corps de l'éducation nationale, mais relativement peu. J'ai été détaché aux affaires étrangères et ensuite au ministère de la Défense. Donc j'ai eu un parcours où j'enseignais ou bien j'étais directeur des études dans certains établissements de la Défense. Et à partir de quand vous êtes-vous intéressé donc à cette école de Murol? C'est ça qui m'intéresse. À partir de toujours, madame. Parce que vous êtes de cette région? Parce que je suis murolais, non pas de naissance, puisque je suis né à Paris, mais rue Vercingétorix, ce qui pour un Auvergnat est tout à fait honorable. Oui, oui. Et je suis allé à Murol pratiquement immédiatement après, et j'ai vécu dans ce pays que j'aime infiniment. Et j'ai connu les derniers artistes qui représentaient encore l'école de Murol. Ils se sont éteints, hélas, peu à peu, mais je les ai connus. Mes parents avaient des tableaux d'eux, j'ai vécu dans cet environnement et je trouvais qu'il y avait là une peinture intéressante, émouvante pour les souvenirs personnels qu'elle pouvait représenter, mais également intéressante et méconnue. Maintenant, il faut dire aussi que
tous ces peintres travaillaient le paysage. À une époque où on dénigrait plus ou moins cette peinture et où des courants beaucoup plus modernes avaient fait éclater la peinture traditionnelle. Donc, j'ai aimé cette peinture, j'ai trouvé qu'elle était injustement traitée. Si je n'avais pas été éloigné pour des raisons professionnelles de l'Auvergne et de Murol pendant de nombreuses années, je crois que j'aurais pu faire presque de bonnes affaires en achetant pour pratiquement rien beaucoup de tableaux des peintres de l'école de Murol. Même Charton n'a jamais trop connu de défaveur, mais beaucoup de ces artistes ont été complètement oubliés ou négligés. Je pensais qu'il méritait d'être remis à l'honneur. Ce jeune universitaire ayant fait ce travail, quel est son nom? Il s'appelle Nicolas Chabrol. À l'heure actuelle, il travaille pour le Conseil général du Bas-Rhin et il est en charge des musées du Bas-Rhin. Donc c'était une thèse ou un mémoire en histoire de l'art. Une thèse en histoire de l'art, d'accord. Alors il a donné cette impulsion. Et puis alors, il y avait quand même beaucoup en Auvergne de collectionneurs qui, par leur famille ou eux-mêmes, gardaient des œuvres de cette école de Murol et qui étaient heureux de la voir renaître un peu non pas de ses cendres, mais sortir de la poussière. Oui. Mais je comprends aussi l'histoire d'amour en fait de votre pays, oui. et aussi des peintres qui ont su venir dans votre pays. Donc c'est intéressant. Écoutez, moi je vous remercie tout d'abord de m'avoir fait découvrir cette école. Et je pense que beaucoup d'internautes ou de téléspectateurs s'intéresseront, grâce à vous, à cette non seulement à cette école, mais auront peut-être l'idée de se rendre dans ce village. Hein. Je crois qu'ils découvriront une Auvergne qui est encore largement intacte dans ses paysages, dans sa façon de vivre. Ils découvriront ce musée et ses peintres. Et peut-être même deviendront-ils, enfin c'est un souhait que je me permets de faire, amis du musée de Murol. Nous avons une jeune association des amis du musée de Murol qui nous aide beaucoup, tant pour la diffusion de nos expositions, pour l'information, etc., que pour l'acquisition d'œuvres. Oui, donc c'est l'association loi 1901. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, quand nous voulons acheter une œuvre, eh bien, nous nous adressons soit à la DRAC, par l'intermédiaire du Fonds régional d'acquisition des musées, soit aux ressources propres du musée et à la générosité de la municipalité. La municipalité actuelle est toute acquise au musée et est prête à faire des efforts, soit également au concours de cette association des amis du musée. Je vous remercie beaucoup pour ce grand travail qui valorise votre région, et en fait, grâce à vous, votre région s'enrichit à tout point de vue, culturellement, je pense, et économiquement, puisque cela attire beaucoup de touristes. Oui. Hein. Donc, je vous remercie au nom des amis d'Art et Art, et je vous dis à très bientôt sans doute, et je remercie Robert Doré d'avoir eu la bonne idée d'inviter notre ami. Et je dis à nos amis internautes que nous nous retrouverons comme d'habitude le mois prochain à l'université de Paris Diderot, ou peut-être dans un autre lieu parisien. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. À moi de vous remercier aussi, madame, et de remercier Art et Art. Merci.